Produire des photographies, des images en couleur s'inscrit dans le désir de reproduire la nature et le monde qui nous entoure avec ces couleurs. Pour y parvenir, l'homme s'est d'abord saisi des matières colorantes à sa portée, puis il en a synthétisé de plus en plus et nous disposons aujourd'hui d'une large palette de pigments et de colorants. Pourtant, les artistes avaient réalisé depuis l'Antiquité qu'avec un nombre limité de matières colorantes, ils pouvaient déjà restituer les couleurs de la nature jusqu'à en créer une illusion parfaite. Ainsi, quelques couleurs bien choisies suffisent à recréer l'illusion de la matière originale dans la peinture, dans l'imprimerie, dans la photographie et également sur nos écrans de télévision et d'ordinateur. Mais quelles sont ces quelques couleurs fondamentales et pourquoi notre œil se satisfait-il de combinaisons aussi simples? Au XVIIe siècle, il est couramment admis par les artistes, les théoriciens de l'art, voire des médecins, qu'il suffit de 3 couleurs primaires, lesquelles ne peuvent pas être composées d'autres couleurs, mais qui à elles seules suffisent pour recréer toutes les autres couleurs. Et ces 3 couleurs sont le jaune, le rouge et le bleu. Et elles furent appliquées à la production de gravures en couleur. Oui, alors, on pouvait produire des images en couleur bien avant que la photographie apparaisse par les moyens de la gravure, avec des méthodes relativement empiriques, mais qui donnaient des bons résultats. Et on trouve des exemples assez probants de ces techniques dans le domaine en particulier des planches anatomiques. La technique d'impression en 3 couleurs introduite par Jean-Christophe Leblond dans la première moitié du XVIIIe siècle permet de produire des estampes trichromes. Monsieur Leblond, voulant fixer la véritable harmonie des couleurs dans la peinture, prouve dans ce livre que tous les objets peuvent être représentés par 3 couleurs primitives, à savoir le rouge, le jaune et le bleu, qu'avec le mélange de ces 3 couleurs, on peut composer toutes les autres, et même le noir. Il prépare donc laborieusement des plaques de cuivre gravées correspondant chacune à une de ces colorations. Le choix de couleurs primaires jaune, rouge et bleu sera validé plus tard par les scientifiques. Au XIXe siècle, l'étude de la lumière, la science des couleurs et de leur perception, la physique, la chimie, sont alors en pleine effervescence. Dans ce contexte, les scientifiques vont s'intéresser à la toute jeune photographie qui devient un objet d'observation et d'expérience. La photographie en couleur va avoir besoin d'un socle théorique qui, pour une part très importante, provient du cercle des physiciens. Et donc, on va d'abord passer par un débat théorique qui va être naturellement dominé très largement par les physiciens, avant d'arriver dans le cadre des inventeurs qui vont mettre au point des techniques et des procédés permettant de concrétiser ces propositions théoriques. Et les physiciens ou physiciens et physiologistes en même temps, ils ont eu essentiellement une approche conceptuelle, je pense, au début. Thomas Young, David Brewster, Hermann Helmholtz, James Maxwell confirmeront par leurs travaux que 3 couleurs primaires suffisent à recréer toutes les couleurs. Bleu, rouge et jaune, certes, mais il y a toutes sortes de bleus et toutes sortes de rouges. Au cours du XXe siècle en particulier, grâce à l'essor de la photographie couleur, le bleu adéquat pour restituer les couleurs par la méthode soustractive sera un bleu-vert que l'on appellera cyan. Quant au rouge, c'est plutôt un rouge violacé qui sera adopté sous le nom de magenta. Jaune, magenta et cyan sont aujourd'hui les 3 couleurs primaires dont les teintes sont à la base des systèmes d'impression, que ce soit pour l'imprimerie, les photographies de couleur, mais également les impressions à jet d'encre. Louis Ducos-du-Hauron sera le premier à produire une photographie couleur sur papier en superposant sur ce support 3 images photographiques, une jaune, une magenta et une cyan. Ce que l'artiste peintre faisait alors en mélangeant
intuitivement quelques couleurs élémentaires pour reproduire en tout point les couleurs d'un sujet qu'il peignait, Louis Ducos-du-Hauron utilise la photographie pour décomposer une image en 3 couleurs primaires et, comme il l'écrit, ainsi forcer le soleil à peindre avec des couleurs toutes faites qu'on lui présente. Ce procédé fera l'objet d'un brevet en 1868. Ducos-du-Hauron dépose un brevet parce qu'il a une revendication industrielle, en fait, pour mettre en application ses propositions et les faire déboucher sur un objet industriel et naturellement ensuite un mode de consommation. Et donc il y a clairement l'idée chez lui de protéger sa propriété intellectuelle par rapport aux différentes inventions qui sont contenues dans ce brevet. Ce procédé de photographie couleur est soumis par Louis Ducos-du-Hauron à la Société française de photographie et à l'Académie des sciences le jour même où un illustre personnage, Charles Cros, propose un procédé similaire. Charles Cros et Louis Ducos-du-Hauron, qui quasiment simultanément vont faire un ensemble de propositions qui, pour une part importante, se superposent dans la mise en place de ces procédés trichromes. Pour autant, on va trouver une différence extrêmement importante entre les deux inventeurs, au sens où Louis Ducos-du-Hauron va joindre des épreuves expérimentales à ses propositions théoriques, alors qu'en fait Charles Cros va se limiter à des propositions théoriques et en fait il produira des épreuves beaucoup plus tardivement avec des techniques d'ailleurs relativement différentes de celles privilégiées par Ducos-du-Hauron. Ce mode de restitution de la couleur est dénommé synthèse soustractive des couleurs. Pourquoi soustractive alors que la méthode consiste à ajouter des pigments les uns aux autres? Eh bien, on raisonne ici non pas du point de vue de la matière des pigments que l'on associe sur le support, mais du point de vue de la source lumineuse, de la lumière. En 1665, Newton montre, en dispersant la lumière solaire à travers un prisme, que cette lumière est en fait la somme de nombreuses lumières colorées. Même s'il n'en distingue que 5, il en énonce 7. Le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orangé et le rouge. Sachant cela, observons la surface d'une toile vierge à la lumière du soleil. Elle nous apparaît blanche parce que la lumière solaire est réfléchie, c'est-à-dire toutes les lumières colorées qui la constituent sont renvoyées vers notre œil. Maintenant, couvrons-la d'un pigment. La toile nous paraît ici jaune parce que la matière colorante a absorbé une partie de la lumière blanche, en particulier les radiations qui correspondent à une lumière bleue. On a ainsi soustrait la composante bleue de la lumière blanche. Maintenant, si l'on rajoute un pigment cyan, on perçoit une couleur verte. En plus de la lumière bleue, on a soustrait la lumière rouge et jaune avec ce pigment cyan. Donc seuls les rayons correspondant au vert subsistent dans la lumière blanche qui est réfléchie par la toile. Que l'on rajoute du magenta à ce mélange, et l'on aura ainsi soustrait pratiquement tous les rayons colorés de la lumière solaire, et la toile apparaîtra alors d'une couleur sombre. Cette synthèse soustractive des couleurs fut donc très tôt maîtrisée pour la peinture, pour l'imprimerie et puis pour la photographie. Mais il y avait une autre voie qui allait prendre son essor au XIXe puis au XXe siècle, celle de la synthèse additive des couleurs. En 1802, Thomas Young, s'intéressant à la vision des couleurs, pense que 3 lumières colorées suffisent pour recréer toutes les lumières colorées. Ce sont les lumières jaunes, les lumières bleues et les lumières rouges. Il reprend ainsi les couleurs de la palette du peintre avec sa triade de pigments. Le nombre était correct, mais le choix des couleurs n'était pas judicieux. Il les corrigera par la suite et énoncera que les couleurs primaires des lumières sont le rouge, le vert et le bleu. Mais le choix de rouge, vert, bleu en additif et de cyan, magenta, jaune en soustractif
ce sont des choix optimums. Ce sont les choix qui permettent de reproduire la plus grande gamme de couleurs. Alors, il serait possible de prendre un autre choix, par exemple rouge, vert, violet en additif, ou bien jaune, bleu, rouge en soustractif. Mais l'étendue des couleurs reproductives est plus réduite et plus restreinte. C'est pour ça que l'on s'en tient au rouge, vert, bleu en additif et au cyan, magenta, jaune en soustractif. En 1855, le jeune Maxwell réalise des expériences à l'aide de disques couverts de papier coloré en bleu, vert ou rouge, couvrant des surfaces différentes. Il ajuste la taille des secteurs couverts par chacune des couleurs afin de produire par la rotation du disque la couleur d'un échantillon qu'il place au centre. En tournant assez vite, la lumière bleue, rouge ou verte, réfléchie par chaque secteur, vient s'additionner dans l'œil. C'est une synthèse additive des couleurs qui crée une sensation de couleurs différentes de celles qui seraient recréées si l'on avait mélangé les trois matières colorantes. Cette expérience résultant de la persistance rétinienne revient à éclairer l'œil avec des lumières différentes. Maxwell montre que le blanc est recréé par l'addition du bleu, du vert et du rouge. Le jaune ne fait pas partie des couleurs primaires. Il est recréé par la seule présence du vert et du rouge sur le disque. Maxwell se saisit alors de la photographie pour faire une démonstration spectaculaire. L'expérience qu'il réalise en 1861 constitue la première photographie couleur produite par la synthèse additive. Comme Louis Ducos-du-Huron le fera quelques années plus tard, il décompose d'abord les couleurs de son sujet, un ruban écossais, en le photographiant 3 fois en noir et blanc, mais en intercalant des filtres rouges, puis verts et enfin bleus. Il obtient ainsi 3 diapositives en noir et blanc, et ces 3 diapositives sont projetées sur un écran en équipant les 3 projecteurs des filtres ayant servi à la prise de vue. Ainsi, la plaque photographique produite avec le filtre rouge est projetée avec un projecteur équipé d'un filtre rouge. La photographie produite avec le filtre vert est projetée avec un projecteur équipé d'un filtre vert et celle produite avec le filtre bleu est projetée avec un projecteur équipé du filtre bleu. La superposition des 3 images reproduit lors de la projection le sujet avec toutes ses couleurs. L'objet de cette démonstration, réalisée en 1861, n'est pas d'introduire une méthode de photographie en couleur. Maxwell souhaite juste démontrer que si le nombre des couleurs nous semble illimité, elles peuvent toutes se ramener, au point de vue de l'impression qu'elles déterminent sur notre œil, à 3 couleurs fondamentales dont les combinaisons infiniment variées sont susceptibles de produire toutes les nuances possibles. Maxwell occupe une place intéressante. Lui va utiliser la photographie comme un outil de laboratoire permettant de valider des propositions scientifiques. Et donc, sa base théorique de départ, c'est en fait d'exploiter ce qu'on appelle le fait trichrome et mettre en place un outil photographique qui permette de valider cette théorie. Quelques années plus tard, en 1868, Louis Ducos-du-Huron propose de miniaturiser ces 3 filtres bleu, rouge et vert et de les juxtaposer sur un support translucide. Enfin, il existe une dernière méthode par laquelle la triple opération se fait sur une seule surface. Le tamisage des 3 couleurs simples s'accomplit non plus au moyen de verres colorés, mais au moyen d'une feuille translucide recouverte mécaniquement d'un grain de 3 couleurs. Cette idée sera exploitée à partir de la fin du XIXe siècle, en particulier par Louis Lumière avec sa plaque autochrome qui va juxtaposer des grains de fécule colorés sur une plaque de verre, et on retrouve ce même principe aujourd'hui dans les écrans de télévision et d'ordinateur. Donc les frères Lumière, en fait, vont prolonger une part de l'activité inventive de Ducos-du-Huron, mais naturellement à une période beaucoup plus tardive, parce qu'en fait, on a plus de 3 décennies d'écart entre ce premier brevet de Ducos-du-Huron et l'apparition de la plaque autochrome chez les frères Lumière au début du XXe siècle.
Et donc il y a vraiment une période relativement importante. Et donc les frères Lumière vont concrétiser une des propositions qui était juste ébauchée dans ce brevet de 1868, qui était en fait de reconstituer la couleur sous la forme de points de très petite taille. Et ça, naturellement, à l'époque de Ducos-Duron, enfin notamment dans ces années de jeunesse, c'était pas réalisable d'un point de vue pratique et industriel. Et en fait, 35 ans après, les frères Lumière vont permettre à cette idée de Ducos-Duron de déboucher sur un objet industriel qui aura vocation à être commercialisé et qui va être la plaque autochrome, qui est une des premières plaques additives permettant de produire des diapositives en couleur. On dispose ainsi de deux voies pour produire des images et des photographies en couleur, soit en mélangeant des lumières bleues, vert et rouge, c'est la synthèse additive, celle aujourd'hui des écrans d'ordinateur, soit en mélangeant des pigments, jaune, magenta et cyan, c'est la synthèse soustractive, celle de l'imprimerie. Chaque mode de synthèse, additif ou soustractif, est capable de recréer une gamme de coloration assez large qui contente l'œil humain, mais qui est aussi tributaire des imperfections des matières colorantes. En additif, rouge, vert, bleu, c'est dans l'ensemble très satisfaisant. Il y a, on peut dire, que les couleurs spectrales, que les couleurs des rayonnements spectraux, qui sont impossibles à reproduire. Le problème est plus difficile pour les mélanges soustractifs. Dans les mélanges soustractifs, nous sommes limités dans le choix et les pigments qui sont utilisés, ou les pigments ou les colorants qui sont utilisés en mélange soustractif, sont des pigments qui ont des spectres d'absorption très étendus et trop étendus pour pouvoir capter les grandes colorations, pour pouvoir redonner des grandes colorations. Comment expliquer que la richesse apparente des couleurs de la nature puisse se ramener à trois couleurs élémentaires? Et pourquoi le mélange d'une lumière rouge et d'une lumière verte crée la sensation du jaune? La possibilité de réduire à trois teintes le monde coloré qui nous entoure est due à notre système de vision qui relève du même principe. En 1802, Jung propose que notre œil ne dispose que de trois types de récepteurs. La rétine contient trois familles de pigments, sensibles respectivement au rouge orangé, au vert et au bleu. Toutefois, chaque pigment est sensible à une large partie du spectre, c'est-à-dire qu'il est préférentiellement sensible à une partie du spectre, mais aussi un petit peu à côté. Quand la lumière rouge atteint la rétine, elle excite préférentiellement le pigment sensible au rouge orangé, mais aussi un peu le pigment sensible au vert. Et quand une lumière verte atteint la rétine, elle excite préférentiellement le pigment sensible au vert, mais aussi un peu le pigment sensible au rouge orangé. Quant à la lumière jaune, elle excite aussi bien le pigment sensible au rouge orangé que le pigment sensible au vert. Il est possible d'ajuster les flux, les quantités de lumière rouge et de verte pour exciter les pigments rouge orangé et vert de façon équivalente à ce que produirait une lumière jaune. Helmholtz va confirmer l'hypothèse de Jung sur la présence de trois capteurs. Et il va souligner le rôle du cerveau. Car si tous les systèmes de vision sont structurés de façon identique, les impressions colorées qu'ils génèrent peuvent varier d'un individu à l'autre. La couleur telle que nous la voyons est obtenue pas seulement par l'excitation produite sur les pigments visuels, mais elle est obtenue par tout le système nerveux, les yeux et le cerveau. Les signaux sont retravaillés de façon à nous faire voir les couleurs, le rouge, le jaune, le vert, le bleu, le violet. La couleur est une sensation, donc elle est ressentie par chacun d'entre nous. Alors, est-ce que tout le monde voit les mêmes couleurs? On peut dire que, statistiquement, tout le monde s'entend
sur les mêmes couleurs. C'est-à-dire que nous avons appris de l'environnement qu'une fraise mûre est rouge ou que l'herbe est verte. Mais il est impossible de savoir exactement ce que ressent le voisin. Disons que nous sommes d'accord pour nommer les couleurs et pour les catégoriser de la même façon. Le fait que les pigments visuels soient sensibles sur une grande étendue du spectre visible, ça nous permet d'apprécier les nuances, parce que c'est l'équilibre entre l'excitation d'une famille de pigments ou d'une autre qui va nous permettre d'évaluer la nuance de couleur. Le système soustractif a été longtemps le seul mis en œuvre pour restituer les diverses couleurs dans la peinture, dans l'imprimerie, puis dans la photographie grâce à Louis Ducos du Hauron. La méthode de Louis Ducos du Hauron s'appuie sur la photographie pour analyser les colorations d'une scène, puis les restituer sur un support matériel. D'abord, il prend des photographies d'un sujet en appliquant respectivement un filtre bleu, vert puis rouge, comme l'avait fait Maxwell auparavant. Mais là, au lieu d'utiliser ces photographies pour la projection et recréer à l'écran une photographie en couleur, il utilise ces 3 négatifs pour réaliser 3 images monochromes colorées en jaune, en magenta ou en cyan. La technique qu'il met en œuvre est connue sous le nom de procédé au charbon. Ce procédé a été mis au point par Alphonse Poitvin quelques années auparavant. À l'origine, Poitvin utilisait cette technique photographique pour produire des images monochromes en noir et blanc et il utilisait pour cela du noir de carbone, d'où le nom procédé au charbon. À la place, Louis Ducos du Hauron va introduire des pigments colorés en jaune, en magenta ou en cyan. Louis Ducos du Hauron prépare un mélange de gélatine, de pigments et il ajoute un sel de chrome. Le chrome sensibilise la gélatine aux rayons ultraviolets. Le mélange est étendu sur un support papier. Après séchage, le négatif obtenu en photographiant derrière le filtre bleu est placé contre cette couche de gélatine teintée en jaune et l'ensemble est exposé à des rayonnements ultraviolets. Les parties protégées de la lumière par les zones opaques du négatif vont rester solubles, mais les autres vont se durcir à la lumière. Pour faire apparaître l'image, on recouvre la feuille gélatinée d'une feuille transparente. Louis Ducos du Hauron utilisait des feuilles de mica et on plonge l'ensemble dans de l'eau tiède. La partie supérieure de la couche de gélatine teintée, celle qui a été irradiée, va se transférer sur le support transparent et toutes les zones solubles vont se dissoudre. Il ne reste alors que les zones irradiées, insolubles, qui constituent l'image jaune sur le support provisoire. L'opération est répétée pour le négatif correspondant au filtre vert, mais en introduisant un pigment magenta. On obtiendra ainsi la couche magenta. La couche bleu cyan est produite de la même façon à partir d'un négatif correspondant au filtre rouge et en utilisant un pigment cyan. Ils sont ensuite transférés par simple pression en milieu humide sur le support en papier. Louis Ducos du Hauron réalise ainsi les premières images photographiques couleur de l'histoire sur un support papier. Le procédé de tirage pigmentaire trichrome tel que l'a imaginé Ducos du Hauron à partir des travaux de Poitvin, va avoir en fait une vie relativement longue à l'échelle de l'histoire de la photographie, puisqu'en fait on retrouve ce procédé de tirage pigmentaire trichrome naturellement amélioré à tous les stades au niveau des matériaux qui rentrent en jeu dans sa fabrication, mais on va retrouver ce procédé de tirage trichrome pigmentaire jusqu'aux années 1940-1950, principalement dans la photographie professionnelle et sur un plan géographique, majoritairement en Angleterre et aux États-Unis,
en liaison avec le développement des magazines et de l'édition en couleur. Et donc c'est assez remarquable au niveau de l'histoire de la photographie, parce qu'en fait c'est un procédé qui va durer pas tout à fait un siècle, mais un peu moins, même s'il occupe des positionnements extrêmement minoritaires dans les usages photographiques de tirage. Nous utilisons aujourd'hui 2 modes de production d'images en couleur. De l'un résulte un objet matériel, une impression durable sur un support avec une texture et des qualités inhérentes aux couleurs matières qui en font un objet unique. De l'autre, qui est fondé sur l'addition de lumière, résultent le plus souvent des images immatérielles et éphémères sur un écran. Ces images ne s'incarnant plus dans la matière, libérées de leur matérialité, ouvrent vers d'autres univers de création et de diffusion des arts. Ces diverses approches de production d'images couleurs avaient été envisagées par Louis Ducos du Horon dès les années 1860.